Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis à Samosir, à Sumatra en Indonésie. Et là je me rends au niveau du ferry pour regagner la terre ferme et aller à Berastagi. Je vais monter en haut du cratère du volcan. Pour aller à Berastagi, j'ai réservé un taxi partagé pour 200 000 roupies qui part à 15 h. En fait, il n'y a qu'un seul départ par jour et c'est toujours à 15 h. Et donc ma grande question c'était à quelle heure je devais prendre ce ferry pour pouvoir être à Parapat à 15 h. Et en réalité, j'ai jamais réussi à comprendre quels étaient les horaires. Et notamment, j'ai pas su s'il partait, il part toutes les heures, ça c'est sûr, mais est-ce qu'il part toutes les heures à par exemple 13 h, 14 h, 15 h, etc. Ou alors est-ce que c'est 12h30, 13 h 30, 14 h 30? Aucune idée. Donc du coup je suis arrivée 10 minutes avant 13 h au niveau de l'embarcadère et en fait le ferry est arrivé 10 minutes avant 13 h. Donc je ne sais toujours pas à quelle heure part ce ferry. En fait tout le monde me donne des informations contradictoires sur la question. Le bateau, il y a quelques gilets de sauvetage, et il y a des sièges et en fait les sièges ils peuvent se bouger, c'est juste des bancs de jardin un petit peu. Je suis arrivée à 13 h 40 ici et il est 15 h et on n'est toujours pas parti. J'attends déjà depuis 1 h 20, il faut encore attendre 10-15 minutes. Donc j'ai l'impression qu'en termes de ferry, j'aurais pu prendre celui de 14 h 30 et j'ai pris celui de 13 h. Donc voilà, si vous le savez, si vous prenez le bus de 15 h, prenez plutôt le ferry de 14 h 30. De toute façon, ils vont attendre pour vous. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. Après 3 h 30 de trajet entre le lac Toba et Berastagi, je suis enfin arrivée à mon hôtel, c'est l'hôtel Kaesa. Le gérant de l'hôtel m'a expliqué 1 milliard de choses sur où manger, comment trouver un petit sandwich pour avoir un encas pendant l'ascension du volcan. Il m'a expliqué comment se passait le tour parce que je réserve avec cet hôtel. Et vraiment il m'a tout expliqué, je me sens trop bien ici. Et en plus regardez la vue depuis mon balcon. Franchement je suis très heureuse. Je suis actuellement chez Roti Bakar Bangun. Ça est évidemment conseillé par le propriétaire de mon auberge et franchement ça a l'air délicieux et j'ai vraiment hâte d'être au sommet demain pour pouvoir goûter le sandwich. En fait ce sont d'immenses sandwichs comme ça. Les sandwichs sont immenses, ils sont beurrés et ensuite ils sont grillés comme ça. Waouh, ça a l'air trop bon. Et je crois qu'on peut choisir 2 goûts. Donc ça peut faire vraiment un repas complet. Voici la cuisine où ils font du saké et là voici la salle de restaurant en quelque sorte au bord de la route et si vous avez soif vous pouvez prendre dans des petits verres que tout le monde partage de l'eau et ensuite vous reposez le verre ici et voilà. Voici des petites brochettes au beurre de cacahuète, une sauce aux cacahuètes et évidemment des petites chips comme d'habitude en Indonésie. Ces brochettes à la sauce de cacahuètes épicée étaient absolument incroyables, trop bonnes. Je vous recommande 1000 fois ce petit stand de rue que jamais j'aurais trouvé si on ne l'avait pas conseillé. Il est 4 h 15 du matin, je suis déjà réveillée parce que là je pars faire la rando. Alors je sais pas si ça s'annonce très bien mais il pleut pas mal et il y a même des gros risques d'inondation si les pluies continuent d'augmenter. Donc je sais pas, je vais descendre à la réception de l'hôtel pour voir si c'est maintenu ou pas.
L'ascension du volcan n'a pas été annulée et heureusement parce que la pluie était très légère et tout à fait supportable. Il faut compter entre 1h30 et 2h d'ascension pour faire les 500 mètres de dénivelé positif jusqu'au sommet du volcan à 2210 mètres d'altitude. Traditionnellement, cette ascension se fait de nuit afin de pouvoir observer le lever du soleil du haut du volcan. Je ne sais pas si vous entendez, mais on entend énormément le bruit du volcan. En train de vraiment monter sur le volcan, il y a des tonnes de vapeur qui proviennent du volcan et on est même passé à l'intérieur dans le nuage de vapeur. Ça sent énormément le soufre et on a décidé d'aller au sommet le plus haut. Le soleil s'est très rapidement levé pile quand on est arrivé au sommet. Le guide avait préparé pour nous du thé et nous a même offert un petit gâteau. Mais malheureusement, le soleil était caché par les nuages. On a commencé la randonnée vers 4h45 du matin. Elle a duré jusqu'à peu près 6h15. En fait, ça commence vraiment de nuit. Ça commence par une route large mais assez pentue. Puis ensuite, on doit cheminer au milieu de petits rochers. Puis enfin, on doit escalader le volcan. Et là, clairement, il n'y a plus de chemin. C'est un peu n'importe quoi. Mais bref, on finit par arriver et... Le bruit que vous entendez est en réalité le bruit du volcan, il ne s'agit pas du vent. Et quand on est en haut, au départ on n'avait aucune vue, c'était que des nuages et on s'est tous dit mais pourquoi est-ce qu'on est là? Donc les nuages par moments s'en vont, donc on a quand même la chance de voir le cratère et c'est hyper impressionnant. Ici la dernière éruption date de 1881, on est à 2100 et quelques d'altitude, il fait légèrement froid, ce qui est étrange pour l'Indonésie et c'est vraiment super. Ici on peut voir des tentes et en fait il y a carrément des gens qui font du camping à l'intérieur du cratère. Ce volcan n'est plus en éruption techniquement, mais par contre il reste très actif, c'est-à-dire qu'il y a une très forte odeur de soufre et pendant la montée on s'est retrouvé à traverser des nuages de vapeur qui sentaient énormément le soufre. En fait le cratère est juste ici et les gens font du camping là, tout autour, alors que là ce que vous voyez en fait c'est des nuages de vapeur chargés de soufre qui s'écoulent, donc je vous dis pas leurs poumons après tout ça. Il y a une tradition au niveau du cratère. Comme vous pouvez voir ici par exemple, en fait les randonneurs écrivent leur prénom avec des pierres noires et donc du coup, vu d'en haut, on a l'impression que c'est une immense page de cahier ce volcan. Comparé à plein de volcans qui sont hyper silencieux, celui-ci l'est pas du tout. Il forme plein de bruit parce que c'est la vapeur qui s'échappe sous la pression. Et d'ailleurs la vapeur d'eau se mélange aux nuages et on n'arrive plus trop bien à distinguer ce qu'est la vapeur du volcan et ce qu'est les nuages. Ici vous avez donc le cratère, le tour du volcan et derrière c'est Berastagi. Et là vous voyez le reste de mon groupe sur cette partie qui s'appelle la tête de cheval puisqu'apparemment c'est la partie la plus haute qui ressemble du coup à une tête de cheval. Depuis le sommet du Simbayak, on a une vue incroyable sur un second volcan, le Gunung Sinabung, qui est un des volcans les plus dangereux d'Indonésie. Il est actuellement interdit de l'escalader et d'ailleurs on ne peut même pas approcher son cratère à plus de 5 km. Sur la crête du cratère il commence à y avoir un petit peu de végétation. Pour l'instant c'est assez petit mais c'est quand même hyper joli. Il y a même quelques fleurs roses qui poussent, c'est trop mignon. On est en train de descendre dans le cratère qui se trouve par ici. On est en train de descendre au niveau du cratère et franchement on le voit de plus en plus, il est vert et apparemment là en ce moment il y a de l'eau parce qu'il y a de la pluie mais quand il n'y a pas de pluie il n'y a pas d'eau. Maintenant on va marcher à l'intérieur de ce chemin jusqu'en bas du cratère qui se trouve ici. Comme ça, c'est complètement flou pour nous permettre d'être ici. Moi ça me paraît dingue, perso. Wow. Je marche au milieu des fumerolles composées de gaz sulfureux. Ceux-ci peuvent causer des détresses respiratoires, des irritations ou encore des vertiges. Alors à ce stade, on sent même la chaleur.
C'est mais complètement fou de pouvoir approcher cette roche d'aussi près. Et ici vous pouvez voir un immense fumerole. Il y a des pierres qui sont jaunes, d'autres qui sont plus violettes. Regardez moi cette couleur des pierres comme le sol, c'est vraiment violet rose. Et là, on voit du sang, le fumerole, hyper jaune, ça va être du gros souffle. Je sais pas si vous voyez ça là, qui s'écoule, c'est dingue. On est descendu maintenant, on est carrément dans le cratère, au milieu du soufre, au milieu des fumerolles. Ça sent hyper mauvais et en plus on sent que les fumerolles sont chauds. La vapeur des fumerolles dépasse souvent les 100 degrés. Il existe donc vraiment des risques de brûlure. En outre, la roche est fragilisée par l'acidité des fumerolles, ce qui fait qu'elle peut s'effondrer facilement. Et voici les pierres sur lesquelles les gens écrivent leur nom et de façon à ce qu'on le voit du sommet ici du volcan. Le cratère fait environ 900 mètres de diamètre et ce que vous pouvez voir derrière moi, c'est un lac acide rempli grâce à l'eau de pluie. On est en train de sortir du cratère et il y a toujours des tonnes de fumerolles partout, ils sont énormes. On dirait presque des nuages quand on est plus haut. Et en fait non, c'est bien des fumerolles du volcan. Le guide nous fait une démonstration scientifique. Il s'approche d'un fumerole et il jette une pierre. Et en fait, la pierre est rejetée. Et elle est rejetée parce qu'en fait, en raison de la mécanique des fluides, ici, la pression du gaz et la vitesse du gaz est supérieure au poids de la pierre, ce qui fait que les pierres sont rejetées. Quand j'ai voulu tenter l'expérience et jeter ma propre pierre, d'un coup, le fumerole est devenu énorme. Je me suis retrouvée dans un nuage de vapeur de dioxyde de soufre et du coup, j'ai fui et je n'ai jamais jeté de pierre. Vraiment des gens qui campent dans le cratère, à côté des fumées de soufre. Ici, vous avez un petit camp et juste là, le cratère avec les fumerolles et donc eux ça fait des heures et des heures qu'ils sont en train de les respirer. On peut voir à quel point la végétation a repris le dessus rapidement et que c'est dense tout ça, évidemment moins de 150 ans. La dernière éruption a eu lieu en 1881, ce qui fait que toute la végétation que vous voyez autour de moi est postérieure à cette éruption. Le guide a pris une pierre composée uniquement de soufre et avec un briquet, il l'a allumée et en ça, il a donné une sorte de combustion couleur bleu électrique. Je sais pas trop, j'ai presque l'impression qu'on marche sous les racines. On marche pas sous l'arbre, mais on marche dans les racines de l'arbre. C'est trop bizarre. Il est maintenant 8h45 du matin, on a marché quasi 5 km et là on marche vers les Hot Springs. On est en train de redescendre là où il y a de la végétation. On passe dans une sorte de jungle. Oula. Et j'ai pas mis de produit anti-moustique. Ça c'est pas bon signe. Red and white. On vient d'arriver après quelques minutes de voyage un peu tourmenté dans notre espèce de camion bizarre. Enfin bref, on est arrivé du coup aux sources d'eau chaude. J'ai mis un peu mes pieds dedans, elles sont pas mal chaudes. On a malheureusement que 45 minutes parce qu'on a pris pas mal de temps avant à faire plein de trucs et qu'il est déjà 9h15. Donc là, je vais me baigner. En fait, ce sont des piscines comme ça. Elles ressemblent toutes à la même chose, sauf qu'elles ont toutes une température différente. Finalement, on a réussi à passer pas plus de 30 minutes aux eaux chaudes parce qu'elles sont tellement chaudes que là, on a tous envie de sortir et de se réhabiller pour arrêter d'avoir aussi chaud. On est rentré à l'hôtel vers 10h45. On a pris notre petit déj qu'on avait pu commander depuis la voiture, donc il était déjà prêt. C'était trop pratique. Et là, le propriétaire de l'hôtel m'a indiqué 2 endroits à voir, le point de vue au niveau d'une colline et un marché aux fleurs, ou un marché tout court, je n'ai pas trop compris. Enfin bref, je vais voir tout ça à Barastaghi. J'ai renoncé à aller en haut de la colline, en fait il y avait trop de red flags pour moi. Le premier, c'est que j'ai été poursuivie par un enfant, alors évidemment il n'était pas dangereux en lui-même, mais pendant un long moment il m'a demandé de l'argent. Ensuite j'ai été beaucoup klaxonnée par des motos ou par des voitures, donc je me sens pas en hyper sécurité. Et ensuite il va pleuvoir dans 3 quarts d'heure. Et ce qui est sûr et certain, c'est qu'il faut que j'arrive à être quelque part abritée dans 3 quarts d'heure.
Le marché de Berestagui est en effet très chouette et donc je vous conseille d'y aller, faire un petit tour, ça va vous prendre 5-10 minutes et vous allez être dépaysé. C'est trop beau, il y a 1 milliard de fruits exotiques partout, enfin de fruits locaux plutôt du coup. Il y a certains fruits que j'ai absolument jamais vu. Regardez celui-ci, il a des petites écailles. J'adore sur les marchés quand les fruits sont hyper bien alignés comme ça. Je me dis combien de temps ils ont passé à créer ces sortes d'œuvres d'art en fruits. Vous pouvez aussi trouver sur ce marché des pommes de terre. Et toutes les marchandises sont transportées dans ces immenses paniers, comme vous voyez, qui sont tressés à la main. J'ai vu sur le côté des routes certaines usines de fabrication manuelle. Il y a aussi un fleuriste local qui ne vend évidemment que des plantes exotiques. C'est la fin de ce vlog à Berestagui. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.